Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du compromis d'achat. On va parler de ce que tu dois absolument regarder lorsque tu passes chez le notaire pour la première fois à la phase du compromis, de la signature de la promesse d'achat. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien, la patate. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos et surtout à ne pas hésiter à me dire quel sujet de vidéo tu veux voir sur cette chaîne. Utilise les commentaires pour nous poser tes questions sur le contenu de cette vidéo, sur les stratégies d'investissement immobilier. On te répond avec grand plaisir. D'ailleurs, si je te fais cette vidéo sur le compromis d'achat, c'est parce que plusieurs personnes nous l'ont demandé en commentaire sur des vidéos précédentes. Alors n'hésite pas à nous dire réellement ce qui t'intéresse. La signature de la promesse ou du compromis d'achat, il y a quelques subtilités juridiques entre les deux, mais on ne va pas passer dans les détails sur cette vidéo-là. On va regarder le contenu des éléments parce que mine de rien, c'est les mêmes choses que tu retrouves dans un compromis ou dans une promesse. On va regarder en détail ce sur quoi tu dois mettre le focus, ce sur quoi tu dois poser les bonnes questions à ton notaire pour t'assurer de faire la meilleure opération. Le premier des éléments, basique, très basique, on va monter crescendo, mais très important. Et si je te le dis, crois-moi de mon expérience, c'est qu'il y a des erreurs là-dessus. Mais c'est l'état civil. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, de toi, de ton associé, union civile, marié, célibataire. Parce que s'il y a une erreur là-dessus, tu vas avoir des problèmes plus tard lors en fait, de la possession de ton bien. Et ça arrive. Ne crois pas que le notaire est infaillible. Le notaire est super occupé, c'est un humain. Il travaille avec un clerc qui lui aussi est plus ou moins occupé, plus ou moins formé sur le sujet. Et l'erreur est humaine. Donc vérifie les détails. Le diable se cache toujours dans les détails. Demain, tu me diras merci. De la même manière, tu dois regarder tous les détails, c'est-à-dire la rue, la dénomination du bien, les références cadastrales, tout ça, tu dois t'en assurer parce que lui, il va aller chercher les infos, mais toi, derrière, vérifie que le bien a la bonne destination, le bon usage, que c'est les bonnes références sur les bonnes matrices. Parce que là aussi, la moindre erreur, et c'est des problèmes par la suite. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que tu dois vraiment comprendre l'usage, la destination. Est-ce que c'est un garage? Est-ce que c'est un local commercial? Chaque lot doit être clairement identifié. Parce que là aussi, si tu penses potentiellement acheter de l'habitation et qu'au final, c'est un autre usage ou une autre destination, et si tu ne connais pas la différence entre les deux, je t'invite à chercher sur cette chaîne, on va regarder les petites fiches là, de façon à ce que tu comprennes aussi comment ça se passe. Mais tu dois savoir ce que tu achètes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument être clair sur le contenu de ce que tu es réellement en train d'acheter. Donc, regarde ces détails, non seulement l'état civil de toi, de ton associé, ton partenaire, mais aussi les caractéristiques, les détails du lot, la rue, les entrées, dénomination, cadastre, usage, tout ça, ça doit être 100% clair. Du coup, à chaque lot. Parce que potentiellement, si tu achètes un immeuble et qu'il y a plusieurs lots qui sont déjà créés, chaque lot doit être clairement identifié avec son usage, sa destination. C'est à ce moment aussi que tu dois comprendre le contexte, l'environnement de l'achat. Parce que peut-être qu'on ne te l'a pas dit. Oh là 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 là! Pour ça aussi, on m'aurait menti! Mais le notaire va popper des petits détails tels que des servitudes. Voilà. Peut-être que l'agent immobilier a oublié ces petits détails-là. Peut-être qu'il y a des murs mitoyens. C'est à ce moment-là, du coup, que tu dois comprendre exactement ce que tu achètes. Une fois que tu as compris exactement ce que tu es en train d'acheter, il faut que tu te protèges. Et ça,
ça passe par les conditions suspensives. Les conditions suspensives, on peut en avoir de plusieurs sortes, mais les deux principales, ce sont les conditions suspensives d'obtention de prêt. Et là, pareil, il faut que tu fasses les choses de manière intelligente. C'est-à-dire, va chercher la durée la plus longue, va chercher le taux le plus bas. Au plus tu seras restrictif, au plus ça sera difficile d'aller chercher ces conditions-là, au plus cela sera facile pour toi de sortir. Allez, je glisse. Du coup, mets des longues durées, mets des taux bas. Parce qu'encore une fois, au plus cela sera difficile pour toi d'aller le chercher, au plus tu pourras sortir facilement. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire du 25 ans ou de faire des taux très bas. Tu peux très bien avoir une offre à 20 ans et l'accepter. Mais si tu n'as pas eu du 25 ans, tu pourras toujours sortir plus facilement. De même, regarde les conditions de sortie. Certains notaires, surtout quand c'est rédigé du coup par le notaire vendeur, vont dire qu'il te faut 3, 4 offres de prêt ou refus d'offres de prêt, pardon. Bon, si tu n'en as qu'une à soumettre, ça sera beaucoup plus facile aussi. Donc tout ça, c'est stratégique. L'autre élément à regarder en termes de conditions suspensives, pour être là aussi protégé de la bonne manière, sont les autorisations administratives. Ok ? Non seulement la mairie a un droit de regard, avec peut-être de la préemption, ça c'est une condition de base, mais derrière, n'hésite pas à rajouter l'obtention d'un permis de construire, l'obtention d'une demande préalable, s'il y a nécessité de changer une destination. Tu peux même pousser le vice très loin, permis de construire, purger ou non purger de recours. Au plus le délai sera long, au plus les éléments seront protecteurs pour toi, au plus cela sera facile de sortir s'il y a un problème. Tout ce que je te dis, là je me pose en position d'acheteur pour que tu puisses sortir facilement. Mais c'est totalement applicable si tu es vendeur et que tu as en face de toi quelqu'un qui joue le jeu inverse. D'accord ? Donc ça aussi, considère-le. Il reste 2 éléments que tu dois absolument regarder lorsque tu achètes. Le premier de ces éléments, c'est les baux. Est-ce qu'il y a des locataires en place ? Surtout, demande à voir les baux. Quand est-ce qu'ils ont été signés ? Sur quel régime de fiscalité ils sont appliqués ? Parce que derrière, tu ne pourras pas les changer. Ça va être très compliqué de passer de nu en meublé, racheter des meubles. En réalité, le locataire, s'il est en place depuis longtemps, avec un loyer très bas, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Alors après, peut-être qu'il aura vocation à partir. Et là, du coup, tu pourras changer. Mais ça, tu dois le comprendre et le creuser. Du coup, il nous faut les éléments, voir les baux. S'assurer qu'il y a eu des cautions qui ont été déposées. Parce que si il n'y a pas de caution, du coup, toi, tu n'auras pas de caution. Ok ? Donc ça, il faut le voir. Et surtout, fais attention au délai. Parce que si potentiellement, le vendeur a donné un congé à son locataire pour vente, c'est-à-dire qu'il a demandé un préavis, il a déposé le préavis pour qu'il parte parce qu'il veut vendre le bien vide, alors le locataire, lui, va avoir certains droits pour se porter acquéreur sur le bien. Et même s'il ne veut pas se porter acquéreur, il y a des délais légaux en fait, à respecter. Ce qui veut dire que le délai de la vente peut se rallonger tant que le locataire n'aura pas répondu ou ne pourra pas, parce que même s'il veut répondre avant le délai légal, il ne pourra pas. Donc il devra attendre. Selon les types de baux, si c'est en nu, si c'est en meublé, ça varie 3, 6 mois, 1 mois, zone tendue ou pas, etc. pour pouvoir donner son aval. Okay ? Donc là aussi, c'est à considérer. Le deuxième élément sur lequel tu dois porter ton attention sont les travaux. Si éventuellement il y a eu des travaux dans le bien que tu es en train d'acheter, il faut comprendre qui a fait les travaux. Est-ce que c'est du coup le propriétaire qui a fait les travaux lui-même ? Et du coup, tu dois comprendre que derrière, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune assurance qui sera applicable. Parce que le garçon, il n'a certainement pas de décennale, encore moins une dommage ouvrage. Donc du coup, tu achètes, c'est toi qui vas être responsable
des travaux, tu pourras te retourner contre lui s'il y a un souci, mais lui, il ne sera pas assuré. Donc, il ne pourra pas te dédommager, techniquement. Ça va être très complexe. Si ce sont des professionnels qui ont fait des travaux, ben, il nous faut les factures. S'assurer qu'ils ont les bonnes décennales, les bonnes assurances, dans l'éventualité où il y a des dégâts électriques sur du gros œuvre. Voilà, potentiellement, pour pouvoir se retourner contre une personne qui, elle, est assurée, comprendre aussi qu'est-ce qui a été fait exactement, rien ne vaut d'appeler les artisans, pour comprendre un petit peu, avoir l'historique de la chose. Donc là, regarde dans les détails. Je pense à une dernière chose qui peut être très importante à vérifier. Dans l'éventualité où tu as envie de te substituer en fait à la vente, c'est-à-dire que tu peux signer ce compromis et au final ne pas acheter. Tu peux transférer le compromis, la promesse à une autre personne qui peut être une personne physique ou une personne morale. Et ça, il faut faire attention à la chose. Il faut être très précis quand tu vas demander au notaire de mettre une clause de substitution parce que peut-être tu as envie de la transférer à une personne morale, une SCI, tu veux acheter toi, tu signes en nom propre, ça arrive très souvent, et derrière tu décides d'acheter en SCI pour des raisons peut-être fiscales, de succession ou quoi. Et ça, ce n'est pas la même clause que si toi, prévois potentiellement de transférer l'achat du bien à une autre personne physique, en fait. Simplement, c'est plus toi l'acquéreur, c'est une autre personne. Nous, ça nous arrive par exemple souvent, on peut signer des compromis au travers d'écoles d'investisseurs qu'on transfère à des élèves. Et du coup, parce qu'ils sont sur des programmes clés en main, etc., ce n'est pas la même clause de substitution que si tu transfères du coup la propriété à ta SCI que tu as créée. Donc attention à mettre les points sur les i aussi au notaire pour dire exactement ce que tu veux faire en termes de substitution. Des substitutions partielles, des substitutions totales. Voilà, il y a différents types de clauses. Là, ça, c'est les éléments que je te conseille vraiment de regarder lorsque tu passes chez le notaire. Quand je dis la première fois, c'est à chaque fois que tu passes chez le notaire lors de la signature d'un compromis ou d'une promesse. Si tu as moins de questions, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Dis-nous aussi ce que tu veux voir lors des prochaines vidéos en utilisant les commentaires disponibles sous cette vidéo. Et dans la description de cette vidéo, tu sais que tu vas trouver tous les e-books, des vidéos de formation, des vidéos de présentation de projets qui sont accessibles pour que tu puisses t'en inspirer et de façon à avancer toi aussi sur le chemin de la liberté, de l'indépendance financière et te créer des véritables machines à cash qui vont générer des rentes passives dès les premiers jours de location à la hauteur de 500, 1000, 1500 euros net par mois sans avoir besoin d'attendre la fin de ton crédit immobilier. Télécharge tous ces documents, regarde toutes ces vidéos, c'est vraiment fait pour toi de façon à ce que tu arrives à avancer sur les chemins de la liberté et de l'indépendance financière, gagner ta vie différemment plutôt qu'être de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 42 ans, le bon samaritain qui va travailler pour les intérêts d'un patron. Si tu veux sortir de là, télécharge tous ces e-books, ça t'aidera à avancer sur les chemins de la liberté et de l'indépendance financière. Ciao!